la directrice générale de l'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques. Ça va, Claire? Ça va très bien. Et vous, Guillaume? Très bien, écoutez, je sais qu'il pleut dehors, il pleut sur Paris comme il pleut sur la ville. C'est le cas aussi chez vous, Thibaut, en Moselle, il pleut comme toujours ou pas? Nous, il fait nuit, nous, déjà, donc Ah on ne voit oui. même pas là s'il pleut. Ouais. Alors l'avantage quand il fait nuit très tôt, comme c'est le cas en hiver, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il fait mauvais dehors. Voilà, comme il fait noir, c'est l'avantage de la nuit. On est ravis de vous accueillir l'un et l'autre pour ce nouvel épisode des Pros des Cryptos. Alors où en est-on de cette séquence baissière? Cette semaine, les cours des cryptos sont repartis à la hausse. Est-ce que ça nous dit quelque chose de l'hiver crypto qu'on craignait de voir advenir? Est-ce qu'on a plus de visibilité maintenant qu'on sent qu'un ressort à la hausse commence à se mettre en place, Thibaut? En fait, il y a quelque chose que Xavier s'est exprimé juste avant, sur lequel je veux rebondir, c'est que j'ai l'impression qu'on a oublié que Bitcoin et les cryptos étaient un marché volatile et qu'on est surpris à chaque fois qu'il y a une correction. Donc effectivement, il y a une correction. Avec du recul et quand on est là depuis un certain temps, on apprend et on est habitué. C'est un petit peu normal et ça fait partie de ce marché. Donc la lecture à long terme ne change pas. Les enseignements, c'est un petit peu toujours les mêmes. Ça nous confirme qu'il faut regarder à long terme et qu'on a toujours une incertitude sur le prix à court terme, mais que les convictions ne changent pas pour autant. On a eu des plus hauts il y a quelques mois. Il y a des investisseurs qui ont pris des bénéfices et c'est normal et c'est plutôt sain. Coupler ça à une incertitude macro globale, naturellement, ça peut entraîner des baisses. On peut encore aller chercher des plus bas. Est-ce que ça entrave la lecture à long terme? Non. Est-ce qu'on va plonger dans un hiver crypto durablement? Je ne pense pas. Le rebond en est un petit peu la preuve. Quand on a des grandes corrections, on a cette capacité à rebondir de manière assez immédiate. Donc non, la visibilité à long terme, pour moi, ne doit pas changer. Bon, on va continuer de mesurer ce que les cryptos ont dans le ventre, dans ce contexte encore un peu adverse, mais qui n'aura pas empêché les cours du Bitcoin, d'Ether et des principales cryptos de repartir de l'avant. L'avenir dépendra aussi de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui va changer de patron là au printemps. Le favori pour succéder à Jérôme Powell, c'est désormais Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche. Il est pro-crypto, très pro-crypto ou pas très pro-crypto, Kevin Hassett, Claire? Il est sans doute plus pro-crypto que son prédécesseur, mais il est surtout libéral économiquement. Et on l'a vu dans ses dernières annonces, il est relativement proche de Donald Trump. Alors, est-ce qu'il l'est sincèrement ou est-ce qu'il l'est là par opportunisme pour avoir ce poste? C'est difficile à dire. Mais il s'était déjà exprimé, par exemple, contre la création d'un dollar numérique, ce qui avait beaucoup plu au secteur crypto. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il est considéré aujourd'hui comme pro-crypto. Maintenant, ce qui va compter, c'est pas tellement est-ce qu'il est pro-crypto ou pas pro-crypto. C'est plutôt quelle politique monétaire il va mettre en place. Est-ce que les taux vont baisser ou pas? Dans quelle proportion? Et ça, effectivement, ça peut influencer les prix des cryptos et leur évolution à long terme, mais pas que les prix des cryptos d'ailleurs, toute la politique économique. Maintenant, je voudrais dire quand même attention au raccourci, parce qu'on a presque l'impression qu'il est déjà nommé. C'est pas complètement fait. J'étais sur Polymarket tout à l'heure pour regarder un peu les spéculations du public sur les nominations. La majorité des gens parient quand même sur aucune annonce avant le 31 décembre de toute façon. Oui. Et seulement 30% d'entre eux parient sur cette personne-là. C'est Bloomberg qui désormais classe Kevin Hassett comme favori. Jusqu'ici, c'était Scott Bessent. On verra, c'est vrai qu'il reste du temps avant que Donald Trump ne choisisse le futur patron de la Réserve fédérale américaine. Ce sera très important. Voilà comment il dit les choses. Donald Trump, il dit « Je poursuis mes entretiens d'embauche ». Ben oui, vous savez, c'est l'apprenti, the apprentice. Voilà. Il continue, même au poste de président des États-Unis. Mais ça pose pas mal de questions d'ailleurs, parce que vous savez, la Fed est censée être indépendante, et donc la proximité, je dirais, partisane entre Kevin Hassett et Donald Trump fait aussi un peu grincer des dents, parce que certains le voient d'un mauvais œil en se disant finalement la Fed sera beaucoup moins indépendante de la politique américaine. Alors on verra à quel point, en tout cas, l'indépendance de la Fed sera remise en cause, si le dollar risque de repartir de plus belle à la baisse, si c'est un très proche de Donald Trump qui prend la tête de la Fed, et si tel est le cas, si le Bitcoin en profitera aussi. C'est l'un des enjeux à venir de l'année 2026. Avec cette séquence de baisse des cryptos des dernières semaines, les mineurs de Bitcoin souffrent sans doute. On verra d'ailleurs, ce sera intéressant de voir jusqu'à quel point ils sont en train de souffrir, à moins que certains d'entre eux ne se soient convertis à l'intelligence artificielle. C'est une thématique qu'on voit monter, de plus en plus de mineurs de Bitcoin qui se mettent à participer du mouvement de l'intelligence artificielle, au point que ça commence à leur rapporter gros. C'est le mineur de Bitcoin CleanSpark qui annonce d'ores et déjà des résultats super positifs pour 2025 grâce à son expansion dans l'IA, en l'occurrence Thibaut. Oui, tout à fait. Le cas CleanSpark, c'est une illustration finalement d'un phénomène de fond qui est en train d'émerger depuis maintenant plusieurs mois, voire un peu plus d'un an. Donc là, ils ont publié effectivement les résultats de l'exercice de 2025 qui s'arrêtait pour eux en septembre, x2 sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière.
plusieurs millions de bénéfices alors que l'année précédente, ils étaient en perte. Donc effectivement, de très bons résultats et qui sont portés en partie grâce à cette diversification sur l'intelligence artificielle. Alors certains diront que ce bon résultat est grâce à l'intelligence artificielle. C'est vrai, mais c'est un peu réducteur. Ce phénomène, il s'est produit. On a effectivement beaucoup de mineurs qui sont en train de se diversifier avec de l'IA, mais il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. La première, c'est que beaucoup voient ça d'un mauvais œil. En réalité, ma vision, c'est que c'est plutôt quelque chose de positif. L'inconvénient des mineurs, c'est que le business model basé sur Bitcoin, avec la volatilité du prix, avec l'incertitude du prix, avec la volatilité sur la difficulté du minage, bah effectivement, c'est un peu plus compliqué de faire des projections et on a des périodes dans lesquelles c'est un peu plus compliqué. Le fait de pouvoir se diversifier avec de l'IA, bah, ça permet de rééquilibrer un petit peu et d'apporter plus de stabilité dans le modèle économique et donc plus de pérennité sur ces entreprises qui en fait deviennent au-delà de mineurs de Bitcoin, et c'est ce que dit d'ailleurs le patron de Clintar, c'est qu'ils deviennent une entreprise spécialisée dans la production de calculs, que ce soit pour du Bitcoin, pour de l'IA et peut-être demain même pour d'autres choses. Donc cette diversification amène de la stabilité pour les acteurs, ce qui est à mon sens bénéfique pour le réseau à terme. Et l'autre chose qui est vraiment primordiale et qu'on n'aborde pas assez, c'est que ces mineurs-là peuvent faire cette bascule vers l'intelligence artificielle parce qu'à un moment donné, ils ont investi dans de l'infrastructure pour faire du Bitcoin, et donc la transition d'une infrastructure qui était déjà optimisée pour faire du Bitcoin à une infrastructure pour faire de l'IA est beaucoup moins coûteuse que de partir de zéro pour monter une infrastructure pour faire de l'IA. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui rend l'accès beaucoup plus rapide. On a déjà accès à l'énergie, on a déjà une infrastructure opérationnelle, contrairement à si on devait partir de zéro. Donc ce qu'on voit, le phénomène, c'est qu'on a effectivement des parcs de mining qui se diversifient, parfois qui laissent totalement place à l'IA, et on a des nouveaux parcs qui sont en train d'émerger, qui commencent par du minage Bitcoin. Je discutais avec un ami mineur la semaine dernière sur un événement à Paris. Ils sont en train de redéployer des centres en Islande et en Norvège, alors que l'Islande avait dit qu'ils allaient arrêter de faire du mining, parce que finalement, le mining est une super bonne première étape, parce que moins exigeant en termes d'infra, et après, bah, c'est beaucoup plus simple à transiter vers quelque chose sur de l'intelligence artificielle. Donc en fait, c'est deux business qui cohabitent plutôt bien, et je trouve que c'est un beau rapprochement entre l'IA et la crypto. On parle beaucoup de ce qui se fait dans la tech, on parle moins de ce qui se fait dans l'infrastructure, ça en est une belle illustration. Effectivement, et on reparlera de mining tout à l'heure, puisqu'on retrouve des taux de mining intéressants, significatifs en Chine, figurez-vous, alors normalement, l'activité de minage de Bitcoin y est interdite. Qu'est-ce qui se passe là-bas en Chine? On essaiera de décrypter grâce à vous. C'est les pros, les cryptos, votre épisode hebdomadaire, votre machine à condenser l'essentiel en 25 minutes, l'essentiel de l'actu de la semaine. Et clair, ce qui nous a aussi marqué, c'est que tout n'est pas rose au pays des stablecoins. C'est vrai que depuis 2 ans, on parle que de l'essor, de l'expansion des stablecoins, le rouleau compresseur. Sauf que Standard & Poor's s'est exprimé sur le principal stablecoin, à savoir l'USDT, et a dégradé sa note. Que reproche Standard & Poor's, qui est quand même la principale des agences de notation, à Tether et à l'USDT? C'est vraiment un choc des cultures, en fait, entre la crypto et le modèle de l'USDT et les agences de notation. En fait, les agences de notation, elles vont avoir une approche basée sur les risques et elles vont noter je dirais la conformité aussi de ces outils à leurs standards. Et donc, en l'occurrence, ce qui ne leur plaît pas, c'est que l'USDT, Tether, donc l'entreprise qui émet l'USDT, émet ce qu'on appelle des attestations et non pas des audits complets. Ce qui se passe, c'est quand vous émettez un stablecoin, vous avez des réserves, et toute la question, c'est de savoir si ces réserves sont suffisantes par rapport au nombre de stablecoins en situation. Et donc, ce que font la plupart des stablecoins, ce que fait l'USDT, c'est chaque mois de publier une attestation qui dit, en gros, on a autant dans nos caisses ou en actifs que de stablecoins sur la blockchain. Et ça ne suffit pas pour une agence de notation comme Standard & Poor's, parce qu'ils vont dire, par exemple, si je produis une attestation le 1er du mois, ça ne va que regarder ce qu'il se passe le 1er du mois. Et donc, en réalité, théoriquement, dans un monde où Tether ne ferait pas son boulot correctement, ils auraient pu s'arranger pour que les réserves marchent bien le 1er du mois, mais le jour d'avant et le jour d'après, ils pourraient faire autre chose. Et donc, ce qui est demandé aujourd'hui par, d'ailleurs, un certain nombre de régulateurs, mais aussi par des agences de notation pour avoir des bonnes notes, c'est de produire des audits beaucoup plus complets qui vont, par exemple, analyser les procédures internes, le contrôle interne de ces entreprises, leur robustesse au global, et pas juste une attestation
une fois par mois. Alors on a vu d'ailleurs la réaction du patron de Tether qui dit en fait on accueille votre mépris mais quelque part on s'en fiche. Ce sont les standards de la finance traditionnelle et finalement nous ça ne nous concerne pas. On a un autre modèle. On voit quand même qu'il y a aussi peut-être un biais politique parce que Tether aujourd'hui a refusé de se soumettre à la réglementation européenne et à la réglementation américaine. Et donc, ils font un peu office de rebelles dans le monde des stablecoins. Mais on voit que malgré leur refus de se soumettre à cette réglementation, ça reste le stablecoin le plus utilisé aujourd'hui. Donc, le marché continue de faire confiance à Tether. Oui, marché continue, mais les agences, en tout cas Standard & Poor's, plus méfiantes, choc de culture. Mais on comprend que Standard & Poor's ait des critères d'évaluation extrêmement élevés. Comment vous regardez les critiques, vous, de Standard & Poor's vis-à-vis de Tether et de l'USDT, Thibault ? Non, mais je rejoins beaucoup de ce qu'a dit Claire, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, Tether assume un positionnement et une approche totalement différente, ce qui fait qu'on les pointe souvent côté finance traditionnelle comme le vilain petit canard, et du coup on les note avec une grille qui est finalement pas du tout adaptée à leur modèle, et ça pour le coup ils l'assument pleinement. Il faut aussi relativiser ça sur le fait que aujourd'hui ils vont enregistrer encore un exercice 2025 avec à peu près 15 milliards de bénéfices nets. C'est les plus gros acheteurs d'or sur le dernier trimestre devant les banques centrales. Donc, ils ont aussi cette capacité à obtenir cette position et le marché continue de leur faire confiance. Donc, pour l'instant, ils sont pointés du doigt. Je ne dirais pas qu'ils dérangent ou qu'il y a une forme de complot parce qu'on n'en est pas là. Mais en tout cas, on essaye de les juger avec une grille de lecture qui n'est pas celle qui correspond à leur modèle. Et tant que ça va rester comme ça, naturellement, ça pourra pas coller. Mais donc, moi, je veux juste approcher de leur sujet. Et d'ailleurs, pour le coup, ce que j'ai bien aimé, par contre, dans l'analyse qui a été faite par l'agence de notation, c'est qu'ils ont quand même précisé, malgré la dégradation de la note, que jusqu'à présent, même quand le marché se comportait moins bien, Tether a toujours réussi à tenir le PEG et n'a jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc, il y a une dégradation de la note, mais pour l'instant, entre guillemets, ils ont toujours assuré le job. Effectivement, Tether, bien sûr, l'USDC aussi qu'on suit régulièrement, les stablecoins euros qu'on espère voir se multiplier, dont on espère les parts de marché progresser peut-être l'an prochain en 2026, qui sait. En tout cas, ce qu'on suit aussi, c'est les Bitcoin Treasury. Vous savez, toutes ces sociétés qui sont nombreuses, désormais de plus en plus nombreuses, à vouloir mettre des Bitcoins ou des cryptos en trésorerie. Là, elles souffrent évidemment avec la récente baisse des cours des cryptos. Certains estiment que Strategy serait peut-être même en train de vendre des Bitcoins. Bon, à prouver, à vérifier en tout cas. D'après le patron de Bitwise, en tout cas, il y a des raisons de se faire des nœuds au cerveau autour de ces Bitcoin Treasury. Il est même pessimiste, voire alarmiste sur leur avenir. Il considère que ces Bitcoin Treasury devront affronter trop de défis. Quels sont ces arguments, Thibault ? Ouais. En fait, il ne remet pas totalement en cause le modèle. Son propos, c'est de dire qu'effectivement, aujourd'hui, pour amener un modèle durable sur ce type d'entreprise, il faut relever un certain nombre de défis. Et avec la multiplicité d'acteurs, il va forcément y avoir de la casse parce que tous ne seront pas capables de relever tous ces défis qui sont qui plus est complexes. Il y a des défis autour de l'illiquidité des actions, il y a des défis autour de la structuration même, puisque si on dit que la valeur d'entreprise, c'est le nombre de bitcoins qu'elle détient, il faut aussi soustraire tous les coûts structurels liés au salaire, aux outils, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui font que finalement, on peut justifier une décote par rapport au prix et qu'est-ce qui justifierait un équilibre au niveau de la valorisation, en sachant qu'aujourd'hui, en fait, ce qui met en comparaison, c'est qu'est-ce qui fait que c'est plus intéressant de m'exposer à une crypto comme une trésorerie plutôt que d'acheter l'asset en direct alors que c'est de plus en plus simple, ou alors, si on veut rester sur des véhicules plus traditionnels, acheter directement un ETF qui va répliquer directement la valeur de l'asset avec moins de risques, avec moins de coûts. Donc c'est plutôt ça qui met en avant dans son propos et je le partage parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une multiplicité de ce type de structures et que pour beaucoup, elles sont là pour les mauvaises raisons en fait. Elles surfent un petit peu sur cette vague par opportunistes, souvent des sociétés qui étaient en difficulté ou en tout cas qui étaient en perte de croissance et qui utilisent un petit peu ce modèle-là sans même savoir à quoi ça va servir demain. Simplement pour retrouver un petit peu d'intérêt, pour retrouver un peu de médiatique et ça forcément sur le long terme à un moment donné ça va s'épuiser et c'est ce qu'on voit avec cette correction qu'il y a eu ces derniers jours. Et est-ce que la baisse des cours des cryptos risque d'entraîner un effet de concentration accru, c'est-à-dire que certaines trésoreries, certaines sociétés qui mettent donc des cryptos en trésorerie, elles auraient profité, et à juste titre, des récents points bas pour se renforcer, ce qui du coup renforcerait leur propre poids au sein de ces différentes cryptos. Par exemple, sur Ether, Bitmain continue de renforcer ses positions et compte détenir, je voyais 5% des Ethers en circulation à terme, Claire.
Ça commence à faire beaucoup et surtout sur des protocoles en preuve d'enjeu parce que autant sur Bitcoin, si vous atteignez 3%, 5% des Bitcoins en circulation, c'est évidemment énorme. Mais ça ne vous confère qu'un poids sur, quelque part, le prix du Bitcoin. Si vous décidez de vendre tout d'un coup, le prix peut baisser. Sur Ethereum, c'est un peu différent parce qu'avoir autant d'Ether en stock, ça vous permet de faire du staking et donc de participer quelque part à la gouvernance sur le protocole Bitcoin. Ça vous donne un poids politique beaucoup plus important que sur des blockchains en preuve de travail. C'est d'ailleurs la critique qui a été faite sur la preuve d'enjeu en général, c'est qu'accumuler de la trésorerie vous donne un poids plus important dans la gouvernance. Donc je dirais que oui, ça peut être problématique, encore plus sur les blockchains à preuve d'enjeu. Maintenant, personne n'a en tête de seuil critique. Et je pense que c'est dans l'intérêt de personne, y compris de ces entreprises, d'accumuler trop de crypto, en tout cas trop d'une même crypto, parce que ça enverrait un signal négatif au marché et donc à leur trésorerie indirectement. Et donc, une entreprise qui met des cryptos en trésorerie, il y en a beaucoup, les entreprises comme ça, il y en aura une de plus, celle d'Éric Larchevêque, qui a présenté son projet cette semaine, The Bitcoin Society, une société cotée à la Bourse de Paris, et qui mettra les bitcoins en trésorerie. Alors, bien sûr, Éric Larchevêque est une icône. Son annonce, son projet était extrêmement attendu. Il avait beaucoup communiqué dessus en amont, sauf que des Bitcoin Treasury, il y en avait déjà énormément. En quoi son projet, tiens Thibaut, on va commencer avec vous, en quoi son projet se distingue-t-il de ce qui existe déjà ? Déjà, pour le coup, ce qui est positif sur le projet, c'est qu'il ne s'arrête pas à une simple Bitcoin Treasury en disant je vais juste accumuler du Bitcoin et puis on verra. Il vend tout un modèle autour qui est un petit peu différent de ce qui existe avec une idée de créer une espèce de communauté avec un consortium d'entrepreneurs et de gens qui créent de la valeur, comme il l'a dit à sa conférence lundi, pour avoir finalement plus de poids dans le débat public, dans le débat politique à terme. Alors la forme que ça va prendre, c'est encore un peu difficile. On n'a pas encore trop de visibilité, mais l'idée c'est d'avoir cette compagnie trésorerie comme appui économique pour engager les gens et pour accumuler un espèce de trésor de guerre qui va donner une force économique à la structure, et en parallèle de ça, un regroupement d'entrepreneurs et de gens qui va donner là pour le coup un peu plus de force dans le débat public et d'essayer d'avoir ces deux leviers en fait pour essayer de partager des idées et de retresser. Il se lance dans un combat qui est pour le coup extrêmement complexe et qui va au-delà de Bitcoin, mais curieux de voir ce que ça va devenir. C'est quoi? C'est un réseau social mondial basé en France avec un capital en Bitcoin et un club premium, c'est ça, Claire? Pour essayer de résumer, c'est pas évident. Il joue effectivement beaucoup sur l'aspect culturel, influence. Et je pense qu'effectivement, les gens qui suivent Éric Larchevêque le suivent aussi sans doute pour ses idées, ses prises de position. Et donc, il essaye finalement de créer une communauté autour de non seulement son image à lui, mais plus largement autour de cette Bitcoin Treasury Company, et d'en faire un levier d'influence important. Maintenant, alors Thibaut a commencé à le dire, il y a sans doute plein d'obstacles techniques, réglementaires qui lui font face. J'ai vu qu'il avait été critiqué. Je pense que certaines personnes s'attendaient à autre chose ou à plus. Je crois qu'il a peut-être un peu payé le niveau de teasing qu'il avait fait. Il a été extrêmement bon pour faire du teasing, et donc forcément, il y avait beaucoup d'attentes. Maintenant, en fait, ce qu'il va surtout falloir voir, Thibaut l'a dit, c'est que va donner vraiment ce projet opérationnellement, dans les chiffres. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont adhérer? Parce qu'une communauté, elle se mesure surtout en nombre de personnes qui la rejoignent et puis en implication réellement derrière. Oui. Alors dans ce bruit, il y a quand même des batailles qui se mènent en coulisses et qui nous redonnent un peu d'espoir sur la place à venir de la France dans l'écosystème crypto mondial. La France va-t-elle regagner en compétitivité dans cet écosystème mondial? Il y a deux bonnes nouvelles cette semaine. D'abord, cet amendement qui a été déposé au Parlement français pour clarifier la fiscalité des jetons de gouvernance. Qu'est-ce qui est en jeu là-dessus, Thibaut? Oui, pour le coup, c'est vrai qu'on est souvent précurseur en termes de fiscalité. Alors, pour une fois, si ça peut servir l'écosystème, pourquoi pas, prenons, ça peut être une bonne nouvelle. Donc là, on s'attaque à un sujet de niche qui sont ce qu'on appelle les tokens de gouvernance, mais qui peut en réalité avoir un impact assez significatif sur la compétitivité de la France sur le sujet. Les tokens de gouvernance, c'est des tokens qui sont utilisés pour utiliser ou pour avoir finalement de la gouvernance ou du poids dans les décisions d'un protocole décentralisé. Je vais prendre un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes un développeur spécialisé en crypto.
vous dédiez du temps au développement de ce protocole, au maintien, etc., et ben, le protocole peut décider de vous rémunérer ou de vous donner une indexion supplémentaire via ce token-là pour vous engager davantage dans le projet. Aujourd'hui, la problématique qu'on a, c'est que cette attribution, elle est imposée au moment où finalement la donation est faite. Mais c'est une valeur qui est en crypto. Donc là, se pose deux cas de figure. Soit la personne, elle peut pas payer l'impôt directement et donc elle doit vendre le token de gouvernance. Et là, c'est ni bénéfique pour lui, ni bénéfique pour le projet. Surtout que si demain le token s'effondre, et il va être pénalisé. Soit du coup, justement, il garde le token sur le long terme. Il a la possibilité de payer ses impôts à côté, mais là, effectivement, si le token perd de la valeur, il va se retrouver à avoir payé plus d'impôts que ce qu'il aurait dû. Donc là, c'est juste de mettre un peu de bon sens et de se dire ce serait plus logique que l'impôt il soit payé au moment où la personne vend simplement le token. Et à ce moment-là, on a une poche qui est en fonction de l'impôt sur le revenu et une poche sur la plus-value réalisée s'il y en a eu. Et ça, en fait, ça paraît juste du bon sens et ça paraît pas grand-chose, mais ça permettrait de conserver tout aujourd'hui les profils techniques notamment qui aujourd'hui, face à cette incertitude fiscale, quittent beaucoup le territoire vers des zones géographiques un peu plus conciliantes sur le sujet. Et ça pourrait aussi intéresser des protocoles ou directement des fondations de venir investir davantage ici parce qu'elles vont avoir la possibilité de garder sous la main les compétences techniques et de ne pas forcément céder la gouvernance dans d'autres zones géographiques. Donc le sujet est intéressant. Il y a plusieurs acteurs français aujourd'hui qui le portent et qui ont volonté de rester sur le territoire. Donc, c'est important de soutenir aussi ces initiatives. Cet amendement déposé au Parlement français, on verra s'il va jusqu'au bout. Combien de durée de vie cet amendement aura? La France, en tout cas, reste dans la course. Et puis, un autre signal favorable pour notre pays, Amundi, gérant et géant européen de la gestion d'actifs. C'est un groupe français. Amundi sort du bois sur les cryptos après des années d'observation. Amundi se lance. On a appris cette semaine qu'ils allaient lancer un fonds, c'est peut-être déjà fait d'ailleurs, un fonds monétaire tokenisé sur Ethereum. C'est un signal de plus pour la légitimité de ces infrastructures. Et on peut se dire qu'effectivement, Amundi, pour mener ce type d'initiative, ne s'est pas décidé avant-hier. Donc ça doit faire longtemps qu'ils y réfléchissent. C'est une filiale de Crédit Agricole, donc ça montre aussi que l'ensemble du groupe Crédit Agricole réfléchit sûrement à ces sujets. Et concrètement, ça va permettre aux institutionnels d'investir beaucoup plus rapidement dans des fonds monétaires que dans la finance traditionnelle. Donc c'est vraiment une modernisation de leurs infrastructures et c'est une tendance de fond globalement qu'on voit les sujets de tokenisation. On voit toutes les banques qui commencent à y réfléchir et à partir du moment où vous avez une offre plus compétitive, en l'occurrence chez Amundi, ça va sans doute aussi motiver d'autres gestionnaires d'actifs à mener ce type d'initiative. Donc c'est un gros symbole, c'est un géant européen, vous l'avez dit, et c'est assez encourageant pour l'Europe aussi par rapport aux États-Unis qui avancent depuis longtemps rapidement sur ce sujet. Et en plus, ils doivent lancer un ETP Bitcoin début 2026, Amundi, qui sort d'une phase d'observation, d'un poste d'observation pour devenir un des acteurs de l'écosystème. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Claire Balva est la directrice générale de l'ADAN et Thibaut Boutroux, le directeur général de Meria. Voilà, c'est un débat entre directeurs généraux, toujours de très haute volée. Les pros des cryptos le vendredi, à retrouver en podcast et replay tout au long du week-end.